Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. On débat ce matin avec venir sur les faits religieux en entreprise. Avec ce chiffre, on vous l'évoque depuis ce matin, 72% des interrogés disent non à tout accommodement. Et pour en parler ce matin, Adel Paul Boulad est avec nous, coach dirigeant, docteur en sciences physiques et auteur du livre « Le tabou de l'entrisme islamique en entreprise ». Oui, alors bonjour Adel Paul Boulad. Bonjour. Il y a eu une enquête qui a été réalisée, un grand sondage avant une conférence, un colloque qui aura lieu cet après-midi du côté du Sénat sur le fait religieux en entreprise. Qu'est-ce qu'il ressort? Alors, les Français ont du mal avec le fait religieux dans le monde du travail? Quand vous regardez le sondage fait par Harris Interactive, ça reflète exactement ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire que le bas de l'échelle hiérarchique de l'entreprise a un certain ressentiment, il y a un rejet massif des arrangements par rapport aux faits religieux. Mais aussi, quand vous voyez le sondage, il vous dit qu'un cinquième des dirigeants sont au courant. Et ces mêmes dirigeants vous disent, une grande majorité d'entre eux, 88%, ne recensent ni plus ni moins de faits religieux. Donc ça reflète exactement cette réalité. Le haut de l'échelle évite le sujet et se défausse sur le responsable de la sécurité ou des ressources humaines et laisse faire le management intermédiaire, la gestion. Le management intermédiaire, il oscille entre la confrontation dogmatique, la laïcité, les lois, etc., et les arrangements. Et les deux clivent. Okay, il oublie l'essentiel, il oublie le projet d'entreprise. Mais parce que qu'est-ce que dit aussi la loi, Adel Paul Boulad? En fait, c'est ça qui est important, c'est que s'il n'y a pas des choses très précises, il peut y avoir une interprétation dans les entreprises, que ce soit de la part du haut du panier, comme vous le dites, c'est-à-dire que les dirigeants, ou alors des catégories intermédiaires, ou des gens qui veulent pratiquer. La loi, on a la chance en France d'avoir un code du travail. L'article 2 qui défend l'équipe. La loi El Khomri aussi a renforcé le renfort de l'équipe. De ce côté-là, il y a ce qu'il faut. Aussi, on a la chance d'avoir la laïcité. Mais ces deux éléments-là sont à peu près... ils sont minimes par rapport à la force et la puissance du projet en entreprise. Si le dirigeant ou le manager n'a pas la capacité à faire la pédagogie, à inspirer les salariés à propos de son projet, c'est bien beau d'avoir en arrière-boutique la loi, la laïcité, mais c'est pas ça qui va mobiliser et motiver le salarié et les managers au travail. Il faut voir une chose aussi, c'est que dans l'entreprise, il y a le miroir exact de ce qui se passe dans la société. On a parlé à l'occasion de l'hommage à Samuel Paty, les enseignants ont été interviewés et les enseignants s'autocensurent. En entreprise, le management intermédiaire banalise le fait, il met la poussière sous le tapis, il avale des couleuvres. Et c'est ça il accepte des arrangements et c'est ça qui clive. La loi ou le code du travail, parfois il utilise, parfois il fait appel au règlement intérieur, mais ça c'est déjà trop tard. Ce qu'il y a à faire avant, c'est la pédagogie du projet, remettre au centre du débat le projet et le collectif qui le porte. Oui, mais après, l'une des questions, on va en reparler avec vous dans un instant, c'est jusqu'où aller, quel projet, qu'est-ce que l'on veut faire par rapport à ce fait religieux. Thierry Guerrier, vous vouliez réagir? Oui, Adel Paul Boulad a raison. Il y a un sentiment de vouloir cacher la poussière sous le tapis qui se caractérise aussi pour un certain nombre de cadres à l'éducation nationale. Le ministre lui-même, d'ailleurs, le reconnaît. On l'a vu récemment, c'est pas de vague. Le principe du pas de vague, exactement comme dans certaines entreprises, où finalement on n'ose pas prendre ses responsabilités pour pas créer mais quelle responsabilité? Par exemple, je vais vous donner un exemple. À la RATP, pendant un certain temps, il a été toléré que certains chauffeurs hommes, passant derrière une femme, nettoient tout l'espace en considérant que parce qu'elle est impure, ils ne peuvent pas reprendre le volant sans gants, par exemple, ou parce qu'elle a conduit juste avant, ou refusent de serrer la main ou de saluer leurs collègues féminines. Bon, enfin, alors la RATP a pris des mesures depuis, et une partie de l'encadrement intermédiaire ne voulant pas de vagues, et n'ayant pas, mais souvent parce que eux-mêmes n'étaient pas soutenus par leur cadre supérieur, qui à un moment donné, là encore, ne voulant pas d'incident. C'est le cas d'un certain nombre de proviseurs ou de responsables de collège qui n'osaient pas ou qui n'osent pas toujours tenir tête. L'entreprise, le code du travail est un peu différent, mais l'entreprise, c'est comme l'école à cet égard, c'est un lieu commun où
où la religion ne doit pas primer le bien commun, l'intérêt général. Oui, Adel Podboulad, sur les exemples qui étaient cités par Thierry Guerrier, c'est de ça dont on parle, en fait, non? Il faut garder en tête une chose essentielle, c'est qu'on n'a pas affaire à un débat sur le fait religieux, tout simplement. On a affaire à un système complet. Le système islamique est un système extrêmement complet qui vient, dans une certaine mesure, concurrencer le projet de l'entreprise ou le projet de l'équipe là où la personne travaille. Le système islamique, il est à la fois politique, sociétal, culturel, financier, législatif et religieux. Si je prends par exemple le financier, le système financier, vous avez la zakat qui est l'aumône, vous avez la gezia, vous avez la taxe halal et vous avez la finance islamique. Si je prends la zakat appliquée en entreprise, donc j'applique là le registre financier du système islamique, je prends juste ce registre-là, appliqué en entreprise, vous avez le militant islamique qui va harceler son corps légionnaire, qui parfois est un manager mis en place par le management pour gérer la complexité de l'adversité, le management étant s'avérant ou s'avouant incapable de le faire, donc il nomme un musulman républicain libéral pour diriger ça, et donc cette personne, manager tampon, se retrouve harcelé par son corps légionnaire qui lui dit donc si tu es un bon musulman, il faut que tu payes la zakat. Donc il y a ça, ça se passe au quotidien dans des entreprises comme les télécoms par exemple, hein, et Myriam Dubertrand a publié un article dans Le Monde en mois de mai, rapportant ce qui se passait chez Orange, et notamment les femmes qui en sont les premières victimes, hein, avec des burn-out et des managers mis en place ici pour gérer cette affaire, et avec le jeu des syndicats qui sont pris, hein, par les militants islamistes. Donc il y a tous ces vecteurs qui font que le système islamique est très complet, politique, sociétal, culturel, financier, législatif et religieux, s'installe par différents bouts, hein, dans l'entreprise. C'est pas tout à la fois, c'est pas un morceau. Et il y a si je prends l'exemple du Ramadan, par exemple, dans le registre religieux, le jeûne est destiné à l'élévation spirituelle. Il n'est pas destiné à augmenter le taux d'évanouissement, hein, notamment dans les sociétés de services à la personne, sociétés de services, les sociétés de maintenance. Il n'est pas non plus destiné à augmenter le taux d'accident de travail, hein, pour les chauffeurs, pour les personnels de maintenance, hein, qui forcent la direction à utiliser l'intérim, ce qui augmente les coûts de l'entreprise. Donc, le système, quand il rentre, quand le système islamique s'installe dans l'entreprise, il y a des impacts sur le coût, ok. Et pour ça, dans le livre, en page 96-97, vous avez un tableur qui mesure les impacts sur les différentes lignes. Hein. Pour prendre un extrême, dans les entreprises égyptiennes que j'avais auditées, j'ai pu mesurer l'impact de l'application des obligations et des interdits islamiques en entreprise. Ça impacte de 30% la productivité. Donc si on laisse faire, c'est ce type de productivité qu'on va effondrer ici en France. Et on va poursuivre avec vous, Adel Podboulad, encore quelques minutes, hein, juste après une petite pause, sur l'entrisme parfois du fait religieux dans les entreprises, bien sûr, qui devient un véritable sujet, à tel point qu'il y aura donc, à la suite de ce sondage, de cette enquête ce matin, Harris Interactive, un colloque, hein, au Palais du Luxembourg. Restez avec nous, 9h32. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h36, c'est la suite de ce grand débat de ce matin, les faits religieux en entreprise. Oui. Et on est avec Adel Podboulad, hein, que je rappelle, il est coach et dirigeant et docteur en sciences physiques et auteur de ce livre, Le tabou de l'entrisme islamique en entreprise. Avec des exemples qui étaient particulièrement frappants, hein, que vous avez évoqués tout à l'heure avec Thierry Guerrier également. Adel Podboulad, comment ça peut se traduire aussi, par exemple, dans des entreprises, quand des gens sont pratiquants et disent tiens, moi je ne viens pas travailler le vendredi parce que ma religion évidemment me contraint en fait à ça. Quelle est la marge de manœuvre? Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre? Il y a une très grande marge de manœuvre, puisque par exemple on prend les prières et effectivement la prière du vendredi. Déjà, il faut voir l'impact sur le fonctionnement du collectif. On est en réunion, hop, les personnes partent. Hein. C'est comme si au match de foot, on s'arrête parce que on va aller prier ou on va pas s'entraîner. Ça arrive dans des entreprises. Hein. Ça a été signalé. Totalement. Donc c'est assez courant et ça grève. Hein. Il y a 5 dans les obligations de prière. Vous avez 5 prières dans la journée. Il y en a 2 ou 3 qui impactent l'horaire du travail. L'inspecteur du travail, par exemple,
préconise aux dirigeants d'assimiler ça à une pause clope. Si vous regardez dans le bouquin, dans le livre que j'ai publié, le guide du manager, page 94-95, vous avez le détail des prières, vous avez le détail des ablutions. C'est pas une pause clope. Le total des deux pauses prières, hein, ça coûte 1 heure. Hein, et ça impacte l'ensemble du collectif, parce qu'on n'est pas tout seul dans une tâche, on est associé à l'autre. Eh oui, bien Alors sûr. maintenant, le musulman connaît les dispenses, parce qu'il y a des dispenses, par exemple sur la prière, etc. Ben Estalaten, ça lui permet de regrouper les prières en amont ou en aval. C'est même pas la peine de le lui dire, lui il le sait. Mais s'il ne l'applique pas, c'est une indication pour le manager. Quelle indication ça peut être? C'est soit un militant activiste islamique qui veut progressivement amener les valeurs islamiques en entreprise, et les premières victimes, ce sont les autres musulmans et les femmes en tout premier, ou bien c'est tout simplement, c'est aussi trivial que cela est, c'est un conflit hiérarchique. Et ça arrive souvent avec le phénomène du voile, de voir une femme qui a forcé l'organisation à accepter qu'elle mette le voile, d'obtenir ce qu'elle souhaitait obtenir au niveau conditions de travail, et de jeter le voile 9 mois plus tard, 1 an plus tard, après avoir détruit le climat social et la qualité de la relation entre les gens. Y compris pour, par exemple, je prends l'exemple de Ramadan, avec un Marwan, qui est un Séoudien en plein séminaire international, qui vient me dire je ne vais pas venir à telle heure, parce que je fais Ramadan. Ouais. J'ai brisé la glace. Donc là, je fais appel à la capacité à briser la glace et à avoir l'empathie, à aller comprendre la motivation de la dite personne. Et il m'a révélé qu'en fait, ils s'en foutaient complètement, parce qu'il avait la dispense du voyageur de la mission qui dispensait de Ramadan ici, mais parce qu'il avait un conflit avec le vice-président. Donc là, je suis à haut niveau, je ne suis pas en bas de l'échelle sociale. Je suis à haut niveau. Il avait un conflit avec le vice-président. Après, on a éclaté de rire, on s'est pris dans les bras. J'ai dit, ben maintenant, tu rentres travailler avec tes collègues, parce que tu es venu ici, pas pour me prétexter que tu avais Ramadan et que tu avais un conflit, en fait, avec le dirigeant, et que tu travailles, puisque l'objectif, c'était que l'équipe fonctionne ensemble et réussisse ensemble. Hein. Donc, il y a souvent, pas souvent, il y a assez fréquemment des conflits hiérarchiques sous-jacents au prétexte religieux. L'incapacité du manager habituel à aller baiser la glace, et c'est le problème fondamental. Oui, et quel rôle jouent les syndicats dans ces cas précis, Adel Polt-Boulad? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais je voudrais en savoir un petit peu plus. Est-ce que les syndicats se mettent du côté du salarié, ou alors c'est plutôt naturellement en ce sens qu'ils ont tendance à pencher? Il faut savoir déjà que les syndicats ont été vidés de leurs militants les années passées. Oui. Et maintenant, vous avez de l'autre côté de la porte le militant islamique qui cherche à avoir un niveau de dialogue d'égal à égal avec le dirigeant. Ils s'engouffrent là-dedans. Donc les syndicats ont recruté, qui fait que dans certains sites industriels de groupes de 440, vous avez une prise en main du syndicat, par exemple CGT. Et il faut savoir aussi, c'est ethnicisé, c'est-à-dire que les Turcs, les personnes d'origine turque ou d'origine marocaine ou d'origine algérienne ne se mettent pas dans les mêmes syndicats. Donc, à un moment donné, c'est CGT, FO, Sud, ça tourne. Hein. C'est ça qu'on rentre dans ce détail-là. Ce qui se passe progressivement, c'est que les militants islamiques s'installent dans ces syndicats, progressivement exfiltrent les non-musulmans. Ça arrive sur des sites industriels près de Grenoble, près de Lyon ou à Châlons. Exfiltrent, on les sort. Ils poussent les autres sites à faire de même. Je suis dans le secteur de l'énergie. Et à ce moment-là, prennent les CSE, puisque ce sont des élections. Il y a des élections les comités d'entreprise. Et évincent les femmes des RH ou RH qui viennent ici. Et quand on envoie des médiatrices pour réguler le dialogue entre le syndicat, les CSE, la direction, quand on envoie des médiatrices, elles sont refoulées. Et c'est arrivé à la société technologique, par exemple, d'avoir des consultantes refoulées parce que c'était des femmes, et le CSE qui exige que ce soit des hommes qui viennent. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de nomination de femmes à la tête des services, c'est ça aussi? Ça, c'est la conséquence ultime, c'est quand les directions renoncent à la promotion des femmes, d'une femme qui était prévue à être manager. Ça arrive non seulement dans les entreprises, mais aussi dans des institutions, des entités sous tutelle du ministère de la Culture. On est en France, quand même. Donc la femme voit son statut se dégrader de manière progressive, régulière, sous l'influence, sous la pression sociale des militants qui ont pris des places au syndicat, au CSE, et qui ont regroupé l'ensemble des salariés. Ils les contrôlent. Dans le livre que j'écris, c'est la deuxième phase, c'est la prise de contrôle par le militant islamique de ce qu'aurait le génère.
même contre la volonté même des autres. Ils ne peuvent pas faire autrement. Oui. Votre livre, c'est le tabou de l'entrisme islamique en entreprise, Adel Podboulad. Ça arrive aussi avec les autres religions, par exemple le vendredi avec des gens issus de la communauté juive qui, à partir d'une certaine heure, refusent de travailler également, quoi. Il y a des entrismes de toutes sortes, de telle ou telle ethnie ou de telle ou telle religion, mais la grande part est liée à l'islam. Et encore une fois, ce n'est pas une religion, donc si vous comparez ça de religion à la religion, on va se tromper, c'est pas la bonne, je ne préconise pas ça du tout. C'est un système complet dans lequel il y a une dimension religieuse que vous comparez avec une religion. Et donc le système complet, il intègre cette dimension sociétale et financière que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc les leviers sont autrement plus complets et complexes qu'une religion quelconque. Ce qui est vrai que vous avez un système qui vient en concurrence, un système complet qui vient en concurrence avec le projet de l'entreprise ou le projet de la fonction où vous travaillez. Et on peut se sortir de ça. S'il y a une bonne nouvelle, je ne sais pas si ça vous intéresse. Bah oui, quand même, parce que c'est vrai que le tableau que vous nous avez dépeint, là, il est quand même assez sombre. Non, mais il est assez terrible. C'est quoi la bonne nouvelle? On a l'impression que évidemment, ça infuse dans beaucoup d'entreprises et qu'il n'y a pas grand-chose de fait contre ça. La bonne nouvelle, et on terminera là-dessus, Adel Podboulad, avec votre intervention particulièrement intéressante et percutante. Parce que moi, je suis positive et je suis optimiste. Donc la bonne nouvelle, c'est que de réactiver les talents des managers, plutôt qu'ils les mettent au congélateur où ils s'assoient dessus, et de les réactiver, qui s'intéressent à l'autre, qu'ils aillent sur le terrain, qu'ils découvrent les motivations des gens, qu'ils arrivent à discerner le militant. Le militant, son sort est scellé. Il a un projet concurrent à l'entreprise, donc c'est une procédure de rupture de contrat. C'est pas compliqué, les RH savent faire ça, d'accord? Maintenant, s'il découvre qu'il y a un conflit hiérarchique, qu'il s'intéresse à l'autre. Ça se trouve, il veut être muté, changer de service, être promu, etc. Donc, vous voyez, c'est réactiver les talents et boucher tous les trous qu'il y a dans la raquette du processus de l'entreprise, notamment dans le processus de recrutement. Ce que vous nous dites, pour conclure, c'est qu'il y a quand même des solutions. Merci. On en parlera d'ailleurs lors de ce colloque, le fait religieux en entreprise, à l'occasion de cette enquête qui aura lieu en fin de cet après-midi du côté du Sénat, du Palais du Luxembourg. Merci Adel Podboulad d'avoir été avec nous, d'avoir patienté un petit peu parce qu'il y avait effectivement beaucoup d'actualités ce matin, notamment avec les questions du carburant et du pouvoir d'achat. Du livre « Le tabou de l'entrisme islamique en entreprise ».